Bonjour à tous, chers élèves de 4e. Alors nous voici repartis pour un nouveau chapitre, le chapitre 11. Souvenez-vous, à tout instant, vous pouvez faire pause afin de prendre en note correctement sur votre cahier le cours que je vous indique. Je disais donc chapitre 11, les États-Unis, un territoire dans la mondialisation. Dans ce chapitre, nous allons donc étudier le territoire des États-Unis. Nous ferons d'ailleurs une carte sur le territoire américain. Et puis nous allons étudier la puissance des États-Unis dans la mondialisation. Comment cela se traduit sur ce territoire américain. Alors dans mon introduction, j'ai décidé juste de vous projeter donc ces différentes photographies qui présentent en fait la puissance des États-Unis. Et cette puissance, elle est visible à travers le monde entier. Une puissance en haut à gauche, vous le voyez, qui est d'ordre culturel, Coca-Cola, Disney ou McDo. Une puissance qui est d'ordre touristique, avec la Statue de la Liberté par exemple. Une puissance plus économique, avec le dollar. Ou encore avec la Maison Blanche, une puissance politique. Donc après avoir noté le titre du chapitre en rouge, je vous propose de noter la problématique, la question qui va guider notre propos. À savoir donc comment le territoire des États-Unis s'adapte-t-il à la mondialisation. Et nous allons tout de suite commencer par le grand 1. En rouge, les États-Unis, un acteur essentiel de la mondialisation. Pour faire cette étude, je vous propose de recopier le tableau suivant. Je vais vous projeter des documents de différents types et vous allez devoir définir quelle représentation de puissance ils indiquent. Ainsi, je vous donnerai à l'étude 2 cartes et 2 photographies. La première qui correspond donc à la première ligne du tableau. Je vous demande d'observer le premier point de la légende, les flux de marchandises. À savoir les exportations et les importations. Les exportations, donc ce que les États-Unis vendent à l'extérieur, et les importations, ce que les États-Unis amènent sur leur territoire venant de l'extérieur. Vous voyez donc ici la centralité des États-Unis. Il s'agit ici d'une puissance commerciale. Effectivement, les États-Unis sont au cœur du commerce international. Pour la deuxième ligne de mon tableau, je vous propose de regarder la deuxième partie de la légende, à savoir les parts du stock d'IDE. Les IDE sont les investissements directs à l'étranger. Ici, il s'agit des investissements de la part d'entreprises états-uniennes, des États-Unis, qui investissent dans d'autres pays qui ne sont pas les États-Unis. Pour prendre quelques exemples, vous le voyez, les États-Unis investissent au Canada, au Mexique, en Australie ou encore dans certains pays de l'Union européenne. Concrètement, cela signifie que des entreprises états-uniennes investissent dans ces pays, McDonald's, Coca-Cola, par exemple. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de la puissance économique des États-Unis. Troisième document. Une photographie de la bourse de Wall Street. Wall Street est une rue située en plein cœur de New York. Avec le temps, Wall Street a fini par désigner l'ensemble du quartier ainsi que la plus grande, la plus importante bourse au monde. C'est donc ici une puissance financière que j'ai voulu vous représenter à travers la photographie de Wall Street. Autre photographie et donc autre trait de la puissance des États-Unis, ici c'est plutôt un photomontage où vous pouvez voir des grandes marques américaines comme Coca-Cola, Nike, McDonald's, Disney ou encore Starbucks. Ici bien entendu, et vous l'avez sur la 4e ligne, il s'agit de la puissance culturelle. Et enfin, le dernier document, une carte à nouveau, qui représente en bleu les pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire membres d'une alliance militaire dirigée par les États-Unis. Les autres alliés en vert des États-Unis, les bases militaires, la flotte de guerre américaine, etc., etc. Ici, ce que j'ai voulu vous représenter, c'est bien la puissance militaire. Alors pour conclure cet exercice, voici un dernier document, un dessin qui représente la puissance économique, alors avec Apple, McDo ou Facebook, qui représente aussi la puissance militaire et politique avec l'ONU et la NASA, et enfin la puissance culturelle avec par exemple Disney ou encore Marvel. Je vous propose maintenant mon cours. Vous pouvez donc noter: les États-Unis sont un acteur majeur de la mondialisation.
Pour rappel, vous avez la définition de la mondialisation dans les précédents chapitres de géographie. Le pays est la première puissance économique et financière au monde. C'est donc le premier PIB mondial, produit intérieur brut. Cette domination donc économique s'appuie sur de puissantes entreprises qu'on appelle les firmes transnationales. Nous définirons les FTN, firmes transnationales, un petit peu plus loin dans le cours. Cette domination économique s'appuie aussi sur leur monnaie, le dollar, qui est la première monnaie mondiale en termes d'échange commercial. Cette domination économique s'appuie enfin sur la première bourse mondiale, Wall Street, située en plein cœur de New York. Donc les États-Unis sont une puissance économique, mais c'est aussi une puissance, nous l'avons vu, militaire, la première puissance armée au monde. C'est ce qu'on appelle le hard power. De la même manière, je redéfinirai le hard power, mais ce que cela signifie, c'est qu'ils ont le pouvoir de contraindre un autre pays par la force. C'est la plus grande armée de soldats, mais aussi le plus gros budget militaire au monde. Dernier point de puissance des États-Unis. La puissance des États-Unis se manifeste aussi par la diffusion de sa langue, l'anglais, et de sa culture. Ce modèle américain qui se diffuse dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle le soft power. Je vais aussi le redéfinir plus loin, mais c'est simplement la diffusion du modèle américain, ce qu'on appelle aussi l'américanisation du monde. Alors pour terminer avec ce grand 1, je vous propose 3 définitions. La première, les FTN ou firmes transnationales. C'est une grande entreprise qui a des filiales, c'est-à-dire qu'il y a des petites entreprises dans plusieurs autres pays. Par exemple McDonald's qui est implanté aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Afrique ou en Asie. Deuxième définition, le hard power, c'est la puissance militaire des États-Unis, c'est-à-dire la puissance de contraindre d'autres pays par la force. Dernière définition, le soft power, c'est la puissance de diffusion du modèle américain, vestimentaire, musical, de culture en règle générale. Allez, c'est le moment de faire une pause dans votre cours, vous reprendrez un autre jour, la suite de ce cours. Allez, c'est reparti ensemble pour le grand 2 de ce chapitre 11 sur les États-Unis dans la mondialisation. Grand 2 donc, un territoire transformé par la mondialisation. Et je vais faire 3 sous-parties. La première, donc en vert, a des façades maritimes puissantes. Et je vais d'abord vous demander d'ouvrir votre manuel et de regarder le document 1 à la page 292 et de répondre aux questions 1 et 2, page 293. Je vous laisse mettre pause afin de répondre à ces 2 questions sur la Californie. Allez, première question. Les éléments qui prouvent que la Californie est un territoire ouvert sur le monde sont ses ports, ses aéroports qui permettent donc des échanges avec le reste du monde, mais aussi ses sièges sociaux, c'est-à-dire ces lieux où on décide dans les grandes entreprises, donc de firmes transnationales, ou encore les universités qui ont une renommée donc internationale. Pour la deuxième question, il s'agissait de démontrer que la Californie s'intègre bien aux échanges mondiaux parce qu'elle exporte des biens agricoles et de haute technologie vers d'autres territoires du monde. Après avoir répondu à ces 2 questions, je vous propose le cours suivant sur les façades maritimes. L'ouverture du territoire américain par ces façades maritimes renforce sa puissance commerciale. Effectivement, c'est grâce à ces façades atlantiques d'un côté et pacifique de l'autre que vous avez plus de commerce. Les hommes et donc les activités commerciales se regroupent sur ces littoraux. C'est ce qu'on appelle la littoralisation. La littoralisation, c'est donc la concentration des populations et de leurs activités sur les littoraux. Ce phénomène de littoralisation s'observe aux États-Unis. Beaucoup de personnes se regroupent sur les façades atlantiques et pacifiques, mais aussi en France ou dans d'autres pays européens. Allez, il est temps de faire une pause. Nous reprendrons le cours à un autre moment pour le B de ce grand 2. Allez, nous sommes repartis et vous pouvez noter en vert B, les métropoles. Nous sommes toujours sur le grand 2.
Et pour étudier les métropoles, je vous propose de regarder la question 1 à la page 291. Je vous laisse répondre à cette question sur Chicago. Faites pause maintenant, nous corrigerons ensuite. Il s'agissait de montrer le rôle de Chicago dans chacun des documents. Le document 1 montrait que Chicago était une métropole mondiale, ouverte sur le monde grâce à l'aéroport, mais aussi ouverte à un ensemble urbain d'Amérique du Nord. Le document 2 montrait que c'était une métropole ouverte sur le monde avec les aéroports et les ports. Le document 3 montre que c'est une métropole qui concentre différentes fonctions de commandement avec des bureaux, les quartiers des affaires, des sièges sociaux par exemple de United Airlines qui est le Air France des États-Unis. Et enfin, le document 4 montrait que la ville offrait des emplois de qualité avec de grandes qualifications et des grandes entreprises, des firmes transnationales qui étaient présentes un peu partout dans le monde. Alors concernant donc les métropoles, je vous propose le cours suivant. La population et les activités aux États-Unis se concentrent dans les villes. C'est ce qu'on appelle la métropolisation. Donc en fait, c'est le même principe géographique que la littoralisation, sauf qu'au lieu d'être sur les littoraux, c'est dans les villes, dans les métropoles. Ainsi, dans ces grandes villes, on voit apparaître des grandes entreprises, des centres de recherche ou encore de grandes universités. La métropolisation, c'est donc un processus de concentration des hommes et des activités dans les grandes villes. Tout comme la littoralisation, c'est la même chose, c'est ce que je vous disais, mais sur les littoraux. Alors dans votre manuel, vous trouvez le document 2 à la page 298 qui vous évoque ce processus de métropolisation et donc qui le schématise. Cela peut être intéressant de le regarder. Alors il est temps de faire à nouveau une pause, nous reprendrons le cours à un autre moment. Allez, repartons ensemble pour le C du grand 2 et la dernière partie. C, les espaces frontaliers. Je vous demande d'observer la carte 3 à la page 299 et essayez de me répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'ALENA? Pour cela, vous pouvez vous aider de la définition. Allez, prenez le temps d'observer la carte et d'essayer de répondre à ce qu'est l'ALENA. En guise de cours, simplement pour vous évoquer les frontières entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, ce sont des frontières donc très actives, c'est-à-dire avec beaucoup d'échanges, et ce grâce à l'ALENA. L'ALENA, c'est un accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, faisant baisser les frontières douanières pour permettre de faciliter les échanges commerciaux entre ces trois pays. C'est-à-dire qu'il y a moins de taxes quand on passe entre deux pays. Aujourd'hui, ça ne porte plus le nom d'ALENA, mais d'AEUMC, c'est-à-dire Amérique, États-Unis, Mexique et Canada. Alors pour ce chapitre, il nous reste à faire une carte, mais je n'ai pas assez de place sur cette vidéo pour la faire, donc je vous retrouve sur une deuxième vidéo pour vous proposer le travail cartographique.